Et je laisse la place à la table suivante. Arlette. Françoise Fressoz. Allez, Françoise, ses invités. Titre. C'est quoi le deuxième thème? Alors, il s'installe. Citoyen, c'est ça. Qui pour nous représenter? Ça doit être le titre de la deuxième table ronde. Il faut venir vite. Personne ne sort, bien entendu, parce que c'est encore mieux après. Et voilà, vous installez autour de la table. Alors, on va mettre un homme et une femme. Donc, voilà. Hervé, venez par là. Voilà. Très bien. Et du coup, moi je vais être un peu seule. Hein. Je vais être un petit peu seule. Non, ça c'est bien. Ouais, je viens de la porter. Merci. Ah, je veux bien, Parce que je m'étouffe. Merci beaucoup. Je suis pas contre lui, mais non, c'est les cordes vocales, j'en souffre. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à la journée du livre politique. Cette deuxième table ronde pose une question très importante. Citoyens, qui pour vous représenter dans un contexte, il faut le bien dire, extrêmement dégradé? Le sondage qui a été fait pour la journée du livre politique, réalisé par l'Ipsos, montre encore une dégradation sur un contexte qui était déjà pas très favorable. Il y a quelques chiffres qui m'ont vraiment frappé. 76% des Français ont le sentiment d'être de plus en plus manipulés, 71% de plus en plus ignorés. La moitié des Français ont l'impression que leur classe politique vit dans un autre monde, une sorte de bulle. En même temps, il y a des éléments positifs. On sent une demande de débat importante, une demande d'écoute essentielle. Et on voit aussi que les propositions de changement recueillent une adhésion très forte. Par exemple, 68% sont pour l'interdiction totale du cumul des mandats. 96% veulent une place accrue de la société civile, une représentation accrue de la société civile. Et puis on voit aussi des éléments comme le référendum, la pétition, qui prennent vraiment une demande importante, puisque 91% des Français sont pour ce genre de consultation. Alors, on va essayer de tenter de répondre, en tout cas de diagnostiquer ce qui se passe, de voir si c'est inquiétant ou s'il y a des façons de corriger. Et peut-être aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans un nouveau système politique avec une société qui est peut-être un peu plus en avance que les politiques qui la représentent? C'est un peu sur ces trois aspects qu'on va essayer de travailler ensemble. Alors, pour essayer d'avancer, Virginie Calmels, vous êtes un peu le paradoxe de cette table ronde, puisque vous êtes une femme d'affaires qui a parfaitement réussi. Vous avez dirigé la société de production audiovisuelle Endemol, et puis soudain, vous rejoignez Alain Juppé. Alain Juppé, 70 ans, qui est en outre le chouchou des Français en ce moment dans les sondages pour la présidentielle. Donc vous êtes au cœur du paradoxe. Au fond, vous vous intéressez à la politique et vous vous intéressez au sein de la politique à un homme qui, en principe, n'incarne pas franchement le renouvellement. On va essayer d'explorer ce paradoxe. Bruno Le Roux, vous, je ne vais pas caricaturer, mais on peut dire quand même que vous êtes devenu un professionnel de la politique. Ça fait 19 ans que vous êtes élu, député de la Seine-Saint-Denis, constamment réélu. Vous êtes aussi président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et puis vous avez fait au sein de votre travail de parlementaire un travail au sein de toutes les commissions, ce qui fait que vous êtes vraiment devenu spécialiste de tous les sujets, défense, production, commission des lois. Vous avez aussi participé à des commissions d'enquête. Autrement dit, vous êtes vraiment l'illustration du parlementaire qui a fait un chemin très important. Marie Desplechin, vous êtes journaliste, écrivaine, scénariste, et puis vous êtes aussi
Une citoyenne très engagée, vous avez écrit un nombre impressionnant d'ouvrages pour la jeunesse, mais pas seulement. Et puis vous avez signé très récemment une pétition pour la primaire des gauches et des écologistes, d'ailleurs avec M. Hervé Lebras, avec Daniel Cohn-Bendit, avec Julie Cagé, avec Michel Vivorca. Et dans cette pétition, vous écrivez « Il n'y a pas de fatalité à l'impuissance politique. La France est riche de son énergie vitale et de ses talents qui aspirent à forger un avenir bienveillant. » Autrement dit, c'est vraiment un cri du cœur de la société pour essayer de changer le modèle. Et ça sera très intéressant de vous interroger. Et puis, Hervé Lebras, vous êtes démographe, historien, vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Le dernier, c'est Le Paris du FN, aux éditions Autrement. Et vous montrez très clairement, à travers des cartes, comment finalement le vote FN se propage sur l'idée du déclassement social, c'est-à-dire que vous avez une société française qui, comme vous le dites, est de plus en plus diplômée, de plus en plus éduquée, et qui n'arrive pas à trouver son chemin, et donc qui sent un déclassement, et qui du coup est en rupture avec une partie du monde politique, parce qu'elle a l'impression de ne plus être entendue et d'avoir un cheminement qui ne correspond plus à ce qu'incarnent les élus. Alors, Hervé Lebras, je vais commencer par vous sur le constat. Est-ce que vous diriez vraiment que la situation française est catastrophique? Et est-ce qu'il y a un modèle idéal de représentation où finalement tous les citoyens pourraient se sentir bien représentés? De m'avoir convié à cette table ronde. Vous posez, je vais répondre au début de votre question, mais la fin de la question est extrêmement difficile. Sur le début de la question, effectivement, et vous l'avez dit, je vais donner quelques chiffres. Quand, en 1982, 25% des ouvriers avaient un CAP, un BEP ou un peu plus, un bac technique. Aujourd'hui, c'est 70% des ouvriers. Pour les employés, 30% avaient un CAP ou un BEP. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, ce ne sont plus les mêmes ouvriers ni les mêmes employés. Je pourrais continuer avec les professions intermédiaires et les cadres, les professions libérales, comme dit l'INSEE. Et donc, face à cette montée, au fond, de l'éducation, qui a été un phénomène formidable dans les années 1975 à 95, on a parlé des 30 glorieuses et des 30 piteuses. Les 30 glorieuses l'ont été pour l'économie, mais les soi-disant 30 piteuses ont été glorieuses pour l'éducation en France. Et de ce point de vue-là, l'ensemble de la population et des électeurs ne peut plus, au fond, avoir le même rapport avec les élites politiques. D'autant plus que dans le même temps, on peut dire que les élites politiques n'ont pas fait ce type de progrès. Elles n'ont pas, je dirais, progressé au même niveau qu'ont progressé les électeurs. D'abord, il est clair que dans le recrutement ministériel, il n'y a pas eu de gros progrès. Dans la recherche, j'ai eu Madame Fioraso, maintenant voilà Madame El Khomri. Je pourrais citer d'autres exemples. On ne peut pas dire qu'il y ait un progrès par rapport, je ne sais pas, à Hubert Curien ou à même Claude Allègre. Donc là, il y a eu je dirais un problème qui a été ressenti par les citoyens comme un manque de... au fond, un manque de... Je peux même employer le mot de supériorité en termes de diplôme de la part du personnel politique. Il y a eu aussi des déclarations particulièrement malheureuses ces derniers temps. Je reprendrai simplement le expliquer, c'est excuser. C'est quand même terrible de dire cela, non seulement aux personnes qui cherchent à expliquer comment la société fonctionne ou peut fonctionner mieux, mais c'est même terrible parce que, après tout, celui qui le dit ne peut plus expliquer d'une certaine manière, puisqu'on pensera qu'automatiquement il excuse. C'est un peu, ça me rappelait à une autre époque, cette remarque de Fouquier-Tinville disant la République n'a pas besoin de savants. Alors, ce décalage-là, je crois, est un peu et même très inquiétant à un autre point de vue, parce que quand on fait, alors si on prend une fresque historique beaucoup plus large, et c'est au fond une remarque qu'avait fait un de mes amis, ou plutôt un de mes co-auteurs, il y a assez longtemps, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, c'est Emmanuel Todd,
mais dans un petit livre, il avait montré que une partie des révolutions dans l'histoire du monde se sont produites justement à la suite d'une forte montée du niveau éducatif. C'est vrai pour la France en 1789, une forte progression de l'éducation. Dans certaines régions de France, 70% des Français, avant la Révolution, savaient lire et écrire. Ils ne pouvaient plus supporter, ils n'avaient plus le même rapport à l'autorité puisqu'ils avaient une capacité, je dirais, de discuter et de réfléchir plus grande. On l'a dit à propos du livre, c'est une illustration de l'intérêt du livre, mais c'est la même chose pour la Révolution russe. D'une certaine manière, c'est la même chose pour la révolution de Jasmin en Tunisie. Je ne dis pas que ça aboutisse ensuite à des choses merveilleuses, mais il est clair que là, il y a une demande populaire forte de rétablir une égalité avec le pouvoir. Alors, comment faire pour rétablir cette Mais est-ce qu'il y a un égalité? système idéal? Est-ce que, quand vous regardez l'histoire, vous vous dites, voilà, il y a eu des périodes de l'histoire où on était en adéquation entre l'aspiration de la société civile et la représentation politique? Oui, là, ceci dit, il ne faut pas non plus, je vais peut-être terminer sur un autre aspect des choses, il ne faut pas non plus, en démocratie, attendre que les responsables politiques soient d'un niveau exceptionnel. Je pense que quand on relit la politique d'Aristote ou le politique de Platon ou même Montesquieu, la démocratie par rapport à l'aristocratie ou l'oligarchie ou par rapport à la tyrannie ou bien la monarchie est définie au fond comme le pouvoir de personnes, je dirais pas médiocres, mais de personnes qui ne dépassent pas nettement le reste de la population. Et vous savez qu'à Athènes, quand quelqu'un quand quelqu'un était trop brillant, c'est arrivé à Périclès, il y avait l'ostracisme. On le chassait de la cité, il présentait un danger pour la cité. Donc, ce n'est pas non plus impossible qu'il y ait cette adéquation dont vous parlez entre le personnel politique et puis la population. La seule chose qu'on puisse, au fond, la seule recette peut-être qu'on puisse proposer, c'est de dire, puisqu'ils ne sont pas nécessairement, et même qu'ils ne doivent pas être des génies, il faut que, un, ils disent la vérité, et deux, qu'ils sentent bien. Ça ne paraît pas être des conditions trop difficiles à remplir, mais je crois qu'une partie du malaise actuel est que ces deux conditions ne sont pas beaucoup remplies dans les années récentes. Alors, Bruno Leroux, vous êtes président du groupe socialiste et une récente étude montrait qu'en fait, un tiers des députés socialistes étaient issus du sérail. Autrement dit, d'une sorte de professionnalisation de la vie politique, c'était soit des assistants parlementaires, soit des membres des cabinets municipaux. Est-ce que vous sentez, vous, au sein du groupe, une professionnalisation et presque une distance par rapport à la représentation de la société civile? Paradoxalement, peut-être un peu moins sur cette législature où les profils qui sont rentrés, je pense notamment à la question du cumul des mandats qui commence à se mettre en application et la question de la parité a profondément renouvelé le groupe. Et donc là, je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments qu'il nous faut continuer à creuser. Je viendrai sur ce que j'appelle la revitalisation, la nécessaire revitalisation. Ça, on y viendra après. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous ressentez. Le sondage, il est terrible pour vous, les représentants. C'est terrible d'entendre ça. Mais le sondage, il est absolument terrible et en même temps, il est le reflet de ce que nous entendons quand nous sommes ici et de ce que nous ne percevons pas totalement. Parce que poser la question de la représentation à celui qui est aujourd'hui devant vous, pas simplement président du groupe socialiste, mais qui a été élu, qui n'a pas le sentiment d'avoir trompé, qui n'a pas le sentiment d'avoir triché, qui n'a pas le sentiment d'avoir délaissé les problématiques portées par ceux qui l'ont élu. C'est forcément, en un premier temps, se dire c'est pas juste. Et en même temps, la question de la justice importe peu à ce moment-là. Le sentiment qui est celui exprimé est un sentiment aujourd'hui qu'il y a eu ces dernières années une distanciation et un déni de la façon dont on a accepté ou dont on a accepté de trouver les éléments pour essayer de réduire cette distanciation. Et donc je pense que le premier temps difficile pour nous aujourd'hui dans ce que nous faisons, c'est cette part de déni qu'il y a eu
à ne pas vouloir reconnaître qu'il fallait un fonctionnement différent et à avoir attendu un peu trop longtemps. Autrement dit, vous avez été trop tardif sur la limitation du cumul des mandats, sur la parité, sur toutes ces choses-là ou pas? Trop tardif, en tout cas, je sais qui l'a fait, et je sais qui a fait coup après coup toutes ces réformes. Donc j'ai le sentiment qu'elles auraient très certainement pu être faites avant, et qu'elles doivent précéder, aller plus loin et précéder d'autres réformes. Je prends un exemple qui me semble aujourd'hui particulièrement important. Se pose la question de savoir ce que nous faisons. Quand je réponds à cette question, que ce soit toutes les semaines dans des classes de CM2 ou même avec des citoyens, je leur dis que nous avons la dure responsabilité de prendre des décisions et que ces décisions doivent bien entendu s'appuyer sur des processus qui conduisent à essayer, non pas de prendre la bonne, mais de prendre celle dont il nous semble qu'elle va convenir le mieux, de faire en sorte de l'appuyer sur ce que disait Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure. Pas simplement l'intérêt du moment, mais la façon dont nous voyons, par rapport à ce que nous pensons, l'avenir sur le sujet dont nous prenons les décisions, l'avenir du pays. Et je ne veux pas être grandiloquent quand je dis cela, mais il n'y a pas de décision qui ne soit pas des briques successives qui façonnent un paysage, qui façonnent un pays, qui façonnent des rapports sociaux. Et donc tout cela, c'est notre responsabilité. Je pense que cette prise de décision, elle doit toujours être, et notamment dans le système qui est le nôtre, quelque chose qu'il faut assumer. Et quand je parle d'assumer, c'est qu'il faut savoir les prendre, les expliquer, mais en même temps peut-être aujourd'hui les préparer différemment. Or, nous n'avons pas beaucoup évolué aujourd'hui dans la préparation de nos décisions. Quand je vois les quelques textes, et nous allons essayer de le faire aujourd'hui sur chacune de nos propositions de loi, peut-être d'ailleurs, quand je dis cela, je montre que le gouvernement aurait intérêt lui-même à avoir dans l'élaboration de ces textes des processus qui soient des processus de préparation différents, plus fluides que ceux qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais nous allons mettre systématiquement sur chacune de nos propositions de loi un processus de coélaboration citoyenne, comme cela a été fait sur la loi numérique que nous avons votée il y a quelques semaines. La loi numérique s'y prêtait, mais ce n'est pas parce qu'elle est sur le numérique qu'elle se prêtait à un exercice qui était un exercice de coélaboration, notamment en se servant des nouveaux outils dont disposent nos concitoyens. C'est sur tous les textes parce que je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait empêcher, à partir du moment où ce que je veux sacraliser de façon républicaine, c'est cette capacité que nous avons ici et qui nous est offerte par le suffrage à trancher, en expliquant, mais à trancher et à assumer de prendre des décisions et de trancher. Et pour autant, je ne veux pas que cette capacité que nous avons et qui nous est offerte aujourd'hui par le suffrage universel soit la négation de la capacité à élaborer ensemble, à élaborer en commun, à pouvoir expliquer pourquoi nous n'irons pas dans cette direction, à prendre une idée que nous n'avions pas vue, à essayer de la remettre en perspective. Et donc là, j'ai déjà abordé, mais puisque vous vouliez y revenir tout à l'heure, la question de la revitalisation, celle-ci me semble fondamentale. Mais Marie Desplechin, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à tout d'un coup signer une pétition pour une primaire? Est-ce que c'est l'idée que vous n'êtes pas entendu, que le système fonctionne mal, que ce que décrit Bruno Le Roux, ça ne fonctionne pas? C'est quoi votre motivation? Moi, je suis quelqu'un qui est très lambda. Et c'est ce que vous disiez, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, qu'il y a un certain nombre d'années que je peux dater précisément, où il y a des moments où j'arrête de voter. En tout cas, je peux voter au premier tour, certainement plus au second. Je vois ce qui se passe autour de moi, les gens ne votent plus, c'est-à-dire mes gosses qui votaient, on s'en apprend à voter comme à se brosser les dents, et puis à un moment on se dit, mais attends, et là pour les prochaines présidentielles, moi j'en ai un de 20 ans à la maison, qui a voté à 18 ans, que c'était un honneur, il me dit, mais maman, je ne vais pas voter. Et je lui dis, mais écoute, moi je ne sais pas si je vais voter. Et ça, à côté de la montée, ce Front National qui est absolument déconsidéré, pas représenté, puisque bon, il y a peu de proportionnel, donc on le voit s'agiter comme une espèce de monstre qui appartiendrait aux pauvres. On voit tout ça grimper, et à côté de ça, on assiste à quoi pour les prochaines présidentielles? Un espèce de jeu des 7 familles qui est... C'est absolument désespérant. Et ce truc des primaires, moi on me propose, on me dit, tu veux pas essayer, on va faire les primaires, voilà, les gauches et les écologistes, pas de second tour droite, extrême droite. Mais bien sûr, moi la première proposition, mais bien sûr j'y vais. N'importe quoi pour sortir de ce processus
mais complètement déprimant. Je parlais, je sais pas, avec des amis, des sociologues, avec Fassin, qui disaient un des grands péchés des derniers gouvernements, avoir vidé peu à peu les mots de leur sens. Et ça, là encore, hein, c'est pas le début, c'est la fin d'un processus où les mots qu'on utilise n'ont plus de sens. Et quand je vous écoutais, monsieur, tout à l'heure, je le notais parce que c'était absolument fascinant, et cette espèce de fracture extraordinaire entre une caste et puis les gens, ce qu'on appelle les gens. Alors, vous dites, nous avons la dure responsabilité de prendre des décisions. Tout ça, c'est notre responsabilité. C'est dur. Il faut savoir les prendre, les expliquer et les préparer. Mais mince, on est une démocratie. Je ne sais pas, peut-être par tirage au sort, prenez des gens, ils vont vous aider à les prendre, les décisions, si c'est si dur, ils ont des trucs à dire. Vous n'avez pas seulement à faire de la pédagogie pour un groupe de mineurs. Vous dites, j'explique ça au CM2. Ok, merci, c'est nous les CM2. Là, je suis assez virulente parce que j'ai l'impression de porter un sentiment que j'ai rencontré en allant dans les réunions publiques qui sont organisées en France, qui sont des réunions en même temps assez exaltantes. Les salles sont toujours pleines, énormément de gens, la parole des gens, là j'en ai amené. Alors les gens, elle est extrêmement touchante, elle est loin d'être imbécile. Et tout le monde parle en disant, voilà, je suis timide, j'ai pas l'habitude de parler, personne ne voulait venir parmi mes amis, moi je suis venue, alors je voudrais vous dire, j'ai pas l'impression d'être un citoyen. Et là je suis venue parce que j'en ai marre de râler tout seul derrière ma radio. Moi ce sentiment, je le comprends très profondément et je partage avec ce pourcentage impressionnant d'abstentionnistes et de ce vote, encore une fois, sale et menaçant du FN. C'est ça qu'ils ressentent, les gens. Alors Virginie Calmels, vous êtes dans l'entreprise, vous réussissez parfaitement, et puis un jour vous dites je vais aller à Bordeaux, aider Alain Juppé. Qu'est-ce qui fait que, en plus je pense que vous avez été bien payé, que vous aviez une vie plus tranquille qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre des responsabilités politiques? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Écoutez, pardon, j'ai une voix un petit peu cassée. Moi je crois en la politique. J'entends ce que Madame Desplechin vient de dire, mais je pense qu'on fait un procès permanent à la classe politique, qu'on est souvent spectateur plutôt qu'acteur, qu'on est très critique, et que je crois qu'à un moment donné, il faut simplement avoir le courage de l'engagement. Alors c'est peut-être manquer un peu de modestie, mais que de se dire qu'avec une expérience et une expertise totalement différente, notamment issue du monde du privé, on peut peut-être apporter sa petite pierre à l'édifice. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est au lieu de critiquer autant cette classe politique, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, essayer de l'aider? Parce que moi, comme dans une entreprise, je crois à la complémentarité des talents. Je crois qu'on a besoin de gens issus d'horizons différents. Je crois qu'on a besoin de gens qui ont des parcours différents, des convictions différentes, une approche différente, une sensibilité différente. Et que c'est ça qui va permettre, j'espère, effectivement, d'apporter un projet qui soit en phase avec les attentes des citoyens. Et pour ça, moi, je pense qu'il ne faut pas continuer à critiquer sans cesse la classe politique que nous avons, mais plutôt à essayer de comprendre pourquoi cette classe politique, finalement, se comporte comme elle se comporte. Alors vous, votre analyse, justement, vous qui venez de l'extérieur, comment vous l'analysez? D'abord, je pense qu'il faut bien se rendre compte. Moi, je crois à la noblesse de l'engagement et je voudrais redire que beaucoup de gens qui s'engagent en politique le font avec des vraies convictions et avec la vraie volonté et nécessité de se mettre au service des autres. C'est une façon, le milieu associatif le fait, j'ai fait du caritatif longtemps dans ma vie. Je crois que l'engagement politique, c'est aussi donner du sens à ce que l'on fait. Moi, pendant longtemps, je disais, enrichir Goldman Sachs, ça me fait plaisir, mais aller en politique pour essayer de faire quelque chose pour la société, c'est encore plus exaltant et ça donne du sens à une vie. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la classe politique est aussi confrontée à, de par simplement le fonctionnement aujourd'hui, à des difficultés évidentes. Et notamment, il y a un sujet qui, je sais, est très tabou en France, mais que moi j'ai quand même envie d'aborder, qui est le sujet de l'argent. Il y a un moment donné, c'est très compliqué d'expliquer à des personnes que, alors qu'elles ont fait des belles études, et souvent on a quand même, monsieur disait que peut-être les ministres n'ont pas évolué autant que, vous avez raison tout à l'heure, vous expliquiez que les ouvriers, mais pour autant, quand on regarde la caste politique telle qu'elle est perçue par les citoyens, je veux dire, c'est en général des gens qui ont fait des choix courageux, mais avec un background éducatif d'assez haut niveau. En tout cas,
à un certain niveau quand vous regardez aujourd'hui les grands dirigeants politiques, en général, vous regardez leur parcours, ils ont fait des belles études et ils ont fait un choix à un moment donné de s'investir pour la cause publique. Et là, il y a un gap énorme qui se crée avec le monde de la société civile. C'est notamment lié à la rémunération de ces politiques. Alors je sais que c'est pas Payez plus les politiques, vous vous rendez compte que vous êtes un peu à contre-courant de l'opinion publique. Je sais, mais je pense qu'on n'est pas là pour dire ce qui fait plaisir aux gens, mais pour essayer d'avoir des convictions, de les porter et de les défendre. Moi, je le redis, je pense qu'à un moment donné, on aura malheureusement un nivellement par le bas de la classe politique. Des gens comme Alain Juppé, je suis ravie de travailler dans son équipe et j'espère que ce sera notre prochain président de la République, mais des gens comme Alain Juppé qui donnent toute leur vie, avec toute leur intelligence et tout leur engagement, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est un engagement permanent, c'est 7 jours sur 7, c'est quasiment 24 heures sur 24, c'est lourd. Quand vous voyez ce qui aurait pu être aujourd'hui son patrimoine, s'il avait fait le choix d'aller dans le privé, eh bien, c'est quand même des sujets où je crois que les individus doivent se rendre compte, en tout cas moi, je ne serai pas de celle qui défendra toujours plus bas les indemnités. Quand j'entends les politiques commencer comme première mesure en disant je vais réduire mon salaire, ce qu'a fait d'ailleurs M. Hollande à l'Élysée, ou ce que font des élus locaux, c'est de la démagogie et c'est malheureusement pas ce qu'attendent les gens. C'est pas d'avoir des politiques qui vont être payés 10% ou 20% encore de moins. Ce qu'ils attendent, c'est des politiques qui prennent leurs responsabilités, qui assument, qui derrière délivrent. Je crois qu'on a besoin de revenir à une politique du résultat. C'est peut-être mes 25 ans d'entreprise qui m'auront appris ça, mais je pense qu'à un moment donné, ce que les citoyens attendent, c'est au lieu de faire de la communication a priori, et c'est ce que font les politiques, c'est-à-dire beaucoup communiquer, et c'est malheureusement pas toujours suivi des faits, revenir à quelque chose qui est peut-être plus courant pour les gens de la société civile, c'est d'abord de faire et ensuite de communiquer sur son action. Et alors vous parlez changer le statut de l'élu, donner davantage d'indemnités. Est-ce que le non-cumul des mandats dans le temps peut être aussi une solution, Bruno Leroux? Vous y êtes favorable, vous ou pas? Bien entendu, depuis plusieurs années, ça s'est toujours greffé d'ailleurs à nos grands animaux politiques, cette impossibilité à avancer sur le cumul dans le temps. Parce que forcément, dans la convention d'ailleurs où le Parti socialiste a voté le non-cumul de mandat entre les fonctions locales et les fonctions nationales, et le problème du non-cumul dans le temps sur les fonctions exécutives locales, on n'a pas été jusqu'à ce non-cumul dans le temps pour les fonctions nationales, parce que justement, les grands animaux politiques qui sont depuis 25-30 ans à destination de l'élection présidentielle notamment, pensent que la vie politique est ici, à l'Assemblée, et que donc il ne fallait pas se priver d'y rester très longtemps. Moi, je pense qu'on ne peut pas couper aujourd'hui à ces éléments qui sont des éléments de renouvellement. La loi que nous avons votée sur la parité, par exemple, a introduit de façon malheureusement forcée, mais utile aujourd'hui, on le voit, cet premier élément. Les lois sur le cumul des mandats qui ont déjà été votées introduisent au niveau local une énergie nouvelle et l'espace d'innovation aujourd'hui politique, l'espace d'innovation en matière d'ingénierie de la production commune avec les citoyens, ce sont les collectivités locales aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne veux pas être à la traîne à l'Assemblée nationale et que je pense que de l'amendement citoyen à la coélaboration tel que le texte sur l'expérimentation territoire zéro chômeur, qui est parti des grandes associations nationales, des grands mouvements nationaux et des grandes ONG, la loi sur l'eau et le droit à l'accès à l'eau que nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec la Fondation France Liberté, ce doit devenir non pas demain des exemples, mais des modalités communes d'élaboration des processus législatifs. Et en ça, je pense qu'il faut que l'on resserre l'inventivité que l'on voit sur le terrain et dans les collectivités locales notamment, et les processus qui ont cours aujourd'hui dans notre Assemblée. Alors, justement, Hervé Lebras, vous disiez tout à l'heure, une société de plus en plus éduquée, qui a envie d'être traitée comme une personne éduquée, c'est-à-dire un dialogue. Est-ce qu'on n'est pas en fait vraiment un basculement du système politique
où finalement tout reposait sur l'homme providentiel qui, tous les 7 ans ou tous les 5 ans, allait tout changer. Et est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser que ça devient beaucoup plus compliqué, qu'il faut associer en permanence le citoyen, lui expliquer en amont, l'associer en aval, et que finalement on est en train de changer tout doucement, et que c'est peut-être pas seulement un problème de représentation politique, mais de fonctionnement du système politique. Quel est votre avis là-dessus? Oui, mais je pense que les deux sont liés. Je prends acte de la volonté de Bruno Le Roux de tout ce qui concerne le cumul dans le temps et dans les fonctions, mais c'est encore, je crois, relativement modeste, parce que par derrière, il y a cette idée que c'est une profession, au fond, d'être politique. Et or, je pense fondamentalement, ce n'est pas une profession. Alors on dira, mais il y a le rôle de l'expérience. Le rôle de l'expérience, c'est... Regardez le paradoxe des Français. Ils veulent du renouvellement sans arrêt. Et puis, en fait, souvent, ils choisissent le plus capé parce qu'il y a l'expérience. Oui, mais je pense qu'effectivement, on a introduit cette idée que l'expérience était un élément important dans, au fond, la qualité que doit avoir un homme politique. J'en suis pas certain. Et ces questions d'expérience, même dans le travail, et pour l'instant, font les travaux, par exemple, comme un groupe du CNRS, le CREAPT, avec Serge Volkov, montre que dans la vie professionnelle, l'expérience, c'est de moins en moins une partie importante du capital productif des personnes par rapport à l'éducation, par rapport à la seconde ou troisième éducation qu'on devrait encourager en France. Donc il y a là-dedans effectivement une grande difficulté. Vous avez raison, les Français restent sensibles à cette idée d'expérience. Ils restent sensibles aussi à l'idée que c'est des têtes connues, ça aussi une partie importante, mais progressivement il va falloir se défaire, je crois, de cette idée de professionnalisation, parce qu'elle a atteint son maximum avec, on voit bien le recrutement maintenant des hommes politiques qui passent, c'est devenu comme sous l'Empire romain, un cursus honorum où on commence dans une collectivité territoriale, puis on a un petit mandat, puis un plus gros, puis un encore plus gros. Et tout ça au nom de la professionnalisation. Virginie Calmès, je voulais juste vous entendre sur votre expérience du privé. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la politique sur rendre des comptes, expliquer, est-ce qu'il y a un autre fonctionnement possible de la démocratie? Alors, d'abord, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire en disant que l'expérience n'était peut-être pas un point essentiel. Alors moi, je dirais qu'il y en a quand même un qui est essentiel, c'est la compétence. Et oui, après, je crois qu'il y a quand même un lien entre l'expérience et la compétence. Absolument, mais il y a un moment donné, et on le dit, on ne peut pas continuer avec un gouvernement des amateurs. On peut pas, et on est dans un monde qui va extrêmement vite. Et notamment pour un président de la République, on lui impose d'être compétent dans sa fonction à la minute même où il les prend. Et ça, c'est quand même une grande différence avec le monde du privé, où en général, vous avez quand même un temps d'adaptation. Vous avez une équipe, vous avez une entreprise qui a déjà des produits, qui a déjà un marché, et c'est pas parce qu'elle va changer de management, vous avez quand même une continuité dans le fonctionnement même d'une entreprise. À la tête de l'État, ce qu'on veut, c'est des personnes qui soient immédiatement dans leur fonction et compétentes. Et là, je le crois profondément venant de la société civile, ça ne s'improvise pas. Moi, je ne crois pas que demain, je sais qu'il y a des mouvements citoyens qui s'organisent pour essayer de dire prenons un candidat issu de la société civile. Alors d'abord, je n'opposerai pas société civile et parti. On peut être quelqu'un de la société civile avec un métier depuis des années et des années et avoir fait une démarche d'adhésion à un parti. Je pense qu'il il ne faut pas opposer comme si la société civile, qui n'appartiendrait pas à un parti, aurait une prédominance par rapport à quelqu'un qui s'engage et qui fait cette démarche d'adhésion à un parti tout en ayant un métier. Mais je crois profondément à la compétence et je crois que c'est le sujet majeur qui va dicter, j'espère, le choix des citoyens dans les futures élections. C'est que clairement, l'expérience est quand même un vrai sujet. Comment voulez-vous réformer l'État si vous ne comprenez pas ou ne connaissez pas l'État? Comment voulez-vous être à même de diriger un pays avec toutes les contraintes, et notamment la contrainte de l'immédiateté, le fait de devoir être opérationnel du jour au lendemain, si vous n'avez pas eu une expérience à un moment donné d'élu? Et pour revenir à la politique ne doit pas être un métier, là-dessus je vous rejoins. Je crois que la France
doit évoluer pour permettre des allers-retours entre la société civile et la fonction d'élu. Mais pour autant, en venant de la société civile et en ayant livré une campagne en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes pour les dernières régionales, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a énormément de choses à apprendre. Alors, on a aussi énormément de choses à apporter. Le fait d'avoir un logiciel différent, d'avoir la gestion, et notamment quand on a dirigé des entreprises, le rapport à l'argent public, à la gestion de l'argent public, n'est évidemment pas le même. Le fait que quand on est chef d'entreprise, on a pris l'habitude de dire non. Quand on est politique, on prend l'habitude de dire oui. Donc tous ces sujets sont évidemment, et c'est pour ça que je crois à cette complémentarité de talents, mais je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain en disant il faut balayer cette classe politique, comme je crois qu'on est quand même à un stade d'un système un peu sclérosé qui a besoin de se renouveler. Excusez-moi, Mais une Hervé. fois encore, les partis politiques sont très ouverts à accueillir des personnes comme moi venues de la société civile. Merci beaucoup. Hervé, je ne vous donne pas la parole parce qu'il faut qu'on conclue. Je voudrais entendre Marie. Marie qui a quand même eu un cri du cœur de dire mais on ne se sent plus représenté, on n'est plus entendu. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme système pour dire finalement le citoyen participe à la vie politique, est entendu et arrive à faire bouger les choses? Le fait de ces initiatives qui se sont multipliées, qui sont de formes différentes, qu'elles passent par le numérique, par les réunions publiques, par l'organisation de mouvements, c'est le signe qu'il y a, parce qu'on disait, une espèce de très très grande vitalité. Ce qui m'a frappé dans les réunions, c'est qu'assez rapidement les gens arrivent sur la question du système, c'est-à-dire la critique contre le système et pas complètement vaine, mais un changement constitutionnel. C'est-à-dire que ça ne marche pas le régime présidentiel. Après l'idée des primaires, la question vient souvent aussi, mais alors pourquoi on ne ferait pas des primaires pour les députés? Pourquoi on ne ferait pas des primaires partout? C'est-à-dire un désir de démocratie. Alors je sais que ça peut paraître très amusant et très rigolo, mais quand vous parlez d'expertise et de compétences et d'expérience, c'est super intéressant parce que la déconnexion, elle se passe là. C'est-à-dire il y a un certain type de compétences et d'expérience d'un côté, et malheureusement, pour le reste, les gens, ça ne connecte pas du tout avec ceux dont ils ont l'expérience et la compétence qui est la leur, comme celle de ce type qui dit « je ne suis pas un citoyen ». Voilà. Et donc, c'est vraiment une question qu'il faut interroger et, à mon avis, avoir une forme de confiance dans l'intelligence, en fait, de les gens et de on. Cette histoire de réfléchir même profondément, quoi, pas sur des petites réformes, mais sur la question du régime présidentiel, la question de la proportionnelle, c'est absolument accessible à tout le monde, à partir du moment où on n'est pas dans une démarche pédagogique, mais dans une démarche de, comment vous disiez, co-élaboration. C'est un néologisme. Bruno Leroux, mais un mot, hein, un mot. Juste un tout petit mot pour dire que je pense qu'on a bien changé depuis que le général de Gaulle disait monter plus haut, il y a moins de monde. La question, ça pourrait être aussi aujourd'hui monter plus haut et amnésie du monde. Faites en sorte qu'on puisse accéder à ces débats. Et moi, ce que je refuse, c'est le débat qui est le débat au jour le jour simplement. Le débat qui n'ouvre pas de perspective, le débat de réaction simplement. On parlait de réaction tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, une de notre responsabilité, je parlais tout à l'heure de prendre les décisions, mais c'est aussi de poser les enjeux avec une parole qui soit moins stéréotypée, une parole qui soit moins absconse. Et là, je vous renvoie, par exemple, parce que je ne vais pas le faire ici, mais allez voir la nouvelle formule de l'Express de cette semaine. Pas tant pour la nouvelle formule, mais pour l'interview qu'il y a à l'intérieur. On parle beaucoup aujourd'hui d'Emmanuel Macron. On le cite pour beaucoup. Mais allez voir la façon dont on peut, avec des termes qui sont des termes forts, compréhensibles, essayer de poser des enjeux qui sont des enjeux de long terme pour le pays et sur la façon. On peut ne pas être d'accord, mais il va soulever dans cette interview, et il soulève un certain nombre de débats qui, à mon avis, prennent en compte les paradoxes que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire cette nouveauté qu'il peut incarner, cette parole qui est peut-être plus décomplexée, plus libre, mais en même temps l'idée centrale qui est qu'il faut fixer un chemin et que si l'on se contente dans la réaction du quotidien, on est sûr d'aller nulle part.